Echoes Studio. Bon, salut Mamad, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Mamadou Dembélé. Du coup, tu es le fondateur du compte The Impact Story sur Instagram. On parle d'écologie positive, de super innovation, de tout ce qui va bien et de tout ce qui s'améliore. Ça va nous changer un peu des épisodes précédents qui étaient un peu dans une veine mauvaise ambiance, je dirais. Mais bon, de toute façon, il faut parler un peu de tout. Est-ce que tu peux te présenter ? D'ailleurs, non, avant de te présenter, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de la situation climatique actuelle ? Ah ouais, la question qui revient souvent. C'est assez particulier. D'un côté, j'éprouve de l'anxiété, comme beaucoup de gens. Mais de l'autre, avec toutes les initiatives positives que je partage, que je vois, que je lis et qui existent, je suis quand même très positif dans la mesure où tu dis quand même que tous les jours, tu as vraiment des citoyens, des entrepreneurs, des militants qui font des actions ultra positives et que même si on n'en parle pas beaucoup, finalement, c'est des actions qui donnent espoir. Et donc, je suis plutôt optimiste de manière générale. Et voilà comment je me sens aujourd'hui. Ok. Donc, tu as un compte Instagram qui est suivi par près de 50 000 personnes, quelque chose comme ça ? Ouais, environ. Est-ce que du coup, c'est parce que tu étais éco-anxieux que tu as lancé ça, ou est-ce que c'était avec un tout autre objectif en tête ? Non, en fait, c'est parti de plusieurs constats. Le premier, c'est que les médias traditionnels, quand ils parlent d'écologie, quand ils en parlent déjà, parce que la plupart du temps, ils n'en parlent pas. Si tu regardes par exemple, pendant l'élection présidentielle, je ne sais plus les chiffres exacts, mais tu avais moins de 3% du temps d'antenne qui était consacré à des sujets environnementaux. Donc déjà, les médias traditionnels parlent peu d'écologie, d'environnement. Et quand ils en parlent toujours avec un prisme négatif, avec un ton très alarmiste, ce qui est très important, pas négligé. Mais du coup, ça crée beaucoup d'éco-anxiété. Et du coup, on se dit que des solutions positives, en fait, ça n'existe pas et qu'on est vraiment foutu, en fait, finalement, quand tu regardes les médias traditionnels. Et de l'autre, quand j'étais en stage, j'étais dans une boîte qui finançait et qui accompagnait des entrepreneurs. Et donc, en fait, le quotidien, c'était de rencontrer des entrepreneurs qui s'attaquaient à des problèmes. Et donc, moi, j'ai toujours une sensibilité sur les sujets plutôt liés à l'environnement, à la société. Et donc, je regardais des startups, des initiatives dans ce domaine-là, et je me suis rendu compte que tous les jours, je rencontrais des boîtes qui avaient un impact positif sur l'environnement et la société. Et je me suis dit, d'un côté, tu as ces médias qui en parlent pas du tout, et de l'autre, en fait, tu as plein de projets, tu as plein de startups, tu as plein d'entrepreneurs qui montent des projets qui ont un impact positif, et personne n'en parle. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire un compte qui parlait de tout ça, parce que finalement, tu vois, même quand j'avais des conversations avec des amis, tu te rends compte que les gens sont pas au courant. Et c'est assez fascinant, tu vois, de dire que C'est-à-dire qu'ils sont pas au courant qu'il y a des projets positifs qui, en général, tu te dis que ça existe, qu'il y en a quelques-uns, que c'est plutôt à la marge, alors que finalement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme ça que ça a commencé dans Impact Story. Je me suis dit que j'allais faire des vidéos là-dessus sur les réseaux sociaux. Ok. C'est quoi ton parcours, du coup ? Donc, mon parcours, aucun rapport avec la vidéo, même si j'en ai fait pas mal depuis que je suis petit. Mais j'ai fait des études d'économie-gestion à l'université Dauphine. Et j'étais aussi à l'association étudiante de vidéo. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu faire aussi des vidéos sur Insta, même si t'as pas besoin finalement de compétences particulières. Mais j'ai toujours eu cette passion pour la vidéo. Et donc, c'est comme ça aussi que je me suis retrouvé à faire de Impact Story. Ok. Donc aujourd'hui, tu as ton propre travail. Donc The Impact Story, c'est quelque chose que tu fais en plus. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer un média à côté, en plus d'un job à plein temps ? Alors, quand j'ai commencé, l'idée, c'était pas de faire un média, c'était vraiment un passe-temps, entre guillemets. Ok. Et tu t'es jamais dit, ça va attirer des dizaines de milliers de personnes ? Non, vraiment pas. Au début, quand je faisais ça, j'avais même pas le même format, en fait. Je faisais des interviews avec des entrepreneurs, face cam. Et au fur et à mesure que j'avançais, ça me plaisait de plus en plus. Ça commençait à marcher de plus en plus. Et donc là, aujourd'hui, je poste très régulièrement. Je poste une vidéo par jour.
Mais l'ambition, enfin, je me suis pas dit que ça deviendrait mon taf à plein temps, même si ça prend énormément de temps. Tu m'étonnes. Une vidéo par jour, je suis impressionné. Ça prend pas mal de temps, mais finalement, tu vois, c'est une question d'organisation. Je m'organise pas mal là-dessus et je vois aussi ça comme une passion plus. Okay. C'était qui les entrepreneurs que tu interviewais au début? C'était lié au Fonds Impact dans lequel tu avais fait ton stage ou pas du tout? Oui et non. Parce que du coup, quand tu es dans ce type de boîte, tu rencontres plein d'entrepreneurs, donc c'est plus facile d'y avoir accès. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé dans Impact Story. Et donc, oui, donc au début, j'avais interviewé Jean Moreau de Phoenix, qui est passé exemple. Sur le podcast il y a quelques mois. Ok, bah voilà, super entrepreneur, super boîte typiquement. Et donc petit à petit, grâce à des connexions, j'ai réussi à rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai rencontré Hors Normes. Ils font des paniers bio de fruits et légumes qui sont invendus de base parce que tu as des fruits et légumes qui sont trop gros, trop petits, du coup qui en général sont jetés. Donc eux, ils proposent de les vendre moins cher. Sven Ripoche est aussi passé dans The Big Shift. Ah oui, ok, bon bah voilà, en fait, on a fait toutes les mêmes boîtes. Sur la food industry, on a eu pas mal de jolies personnes qui sont venues. Trop cool. Donc voilà, je fais quelques boîtes comme ça. J'ai aussi fait Arthur Boeuf de Time for the Planet. Qui est passé dans le podcast aussi. Mais je vais arrêter bon, bah voilà, si on j'arrête. Sinon, on fusionne nos activités et on fait la même chose. Hein. J'allais te proposer. Oui. Je pense que j'ai plus à y gagner que toi, mais vu les 40 000 personnes qui te suivent aujourd'hui. On a toujours on peut tous gagner. Ok, bah écoute, trop bien. Je suis hyper intéressé par l'axe que tu donnes à ton média. Hein. Je continue de l'appeler comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu par la force des choses. L'axe ultra positiviste des actions que tu mets en avant. Est-ce que c'est parce que en fait on entend beaucoup parler d'écologie punitive, d'écologie coercitive, d'ayatollah de l'écologie qui nous empêche de vivre? Est-ce que c'est pour un peu inverser cette tendance ou c'était quelque chose de beaucoup plus personnel que ça? Non, carrément, ça s'inscrit dans cette tendance. Comme je le disais, avec les médias traditionnels qui ont cette approche très alarmiste. Mais si tu veux, aujourd'hui j'ai l'impression que tu as 3 problèmes majeurs, même si tu en as plus, mais j'identifie 3 problèmes dans l'écologie telle qu'elle est perçue aujourd'hui. La première, comme tu l'as dit, c'est ce ton culpabilisant. Et finalement, tu vois, moi je suis convaincu qu'on change les gens par l'exemple et pas par les opinions. Okay. Et donc, finalement, avoir cette approche culpabilisante, c'est le pire moyen de convaincre des gens de rejoindre ta cause. Je connais personne qui a réussi à convaincre quelqu'un d'autre en l'attaquant, en le critiquant. Tu vois, par exemple, si tu veux que les gens, dans les villes en tout cas, arrêtent de prendre leur voiture, c'est pas en leur disant t'es qu'un gros pollueur, tu pollues comme un malade, tu te rends compte de ce que tu fais, que tu vas réussir à les changer. Si par exemple, tu abordes un axe plus positif, tu vois, en disant le vélo, typiquement, le vélo, si tu prends le vélo, voilà tout ce que tu as gagné. Tu feras du sport, tu seras en meilleure santé, l'air que tu respireras sera plus pur, tu auras plus de pollution sonore, tu pourras te réapproprier la ville. En fait, les enfants pourront aussi jouer dans la ville comme c'était le cas auparavant, avant qu'il y ait cet essor de la voiture. Si tu adoptes une approche positive et que tu montres aux gens ce qu'ils ont à y gagner, bah forcément, ils seront déjà plus enclins à t'écouter et plus enclins à changer d'avis. Donc, tu as cette approche donc, qui est culpabilisante. Le deuxième problème, c'est tout ce qui est lié au ton alarmiste qui est prôné constamment. C'est important, parce que ça, il faut vraiment pas le nier, parce qu'il faut affronter la vérité en face aussi. Mais en ayant cette unique approche, ça crée de l'éco-anxiété, ça crée de la peur et ça crée de la paralysie. Donc, tu as beaucoup de gens qui vont, face à ça, se dire qu'en fait, c'est des enjeux qui les dépassent et qui vont se dire, en fait, c'est tellement grand, c'est tellement énorme, on est tellement foutu que moi, je peux rien y faire, ça sert à rien que je fasse mes petits gestes du quotidien. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième aussi, c'est tout ce qui concerne le futur. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie et qu'on parle de futur, les gens, ils ont du mal à se projeter. Parce que tu as beaucoup de gens qui se disent, voilà, on va revenir à l'âge de pierre et on pourra plus faire tout ce qu'on faisait avant. Et donc, là, ce qui est important, c'est de créer des futurs enviables. Et ça va passer par plein de choses. Ça peut passer par des phénomènes culturels, que ce soit
des livres, des séries. En fait, il faut créer un futur qui soit enviable et qui donne aux gens envie de se projeter et aussi envie d'évoluer dans ce futur écologique, tu vois. Donc voilà, grosso modo. Il y a un gros sujet effectivement sur les nouveaux récits. J'avais interviewé Arthur Keller à ce sujet où on parlait beaucoup de prospective. Alors lui, évidemment, il parle beaucoup de faits et donc on s'approche parfois de la collapsologie dans ces récits-là, mais effectivement, il faut réinventer une grande partie de ces récits. Après, sur la partie culpabilisant et sur la partie factuelle, j'ai du mal à me situer encore sur où est-ce qu'il faut mettre le curseur, parce que en fait, je me dis parfois, effectivement, oui, il y a des actions positives, mais ne mentionner que ça, ça donne aussi cette... tu parlais de la peur et de la frayeur qui mènent à l'inaction parce que l'immobilité. Mais en fait, le fait de montrer que du positif, en fait, ça va être trop cool, fondamentalement, ça amène aussi à ce même lot d'inaction parce qu'on se dit, OK, all is good, tout est sauvé, on peut rentrer chez nous. Je pense que, comme souvent, tu vois, la vérité, c'est un entre-deux. Moi, quand je parle d'action positive, dans mes vidéos, je commence toujours par le positif et à la fin, je fais toujours une sorte de piqûre de rappel. Par exemple, si je parle d'une action qui vise à lutter contre la déforestation, à la fin, je vais dire, en fait, la déforestation, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Je vais donner des chiffres pour quand même donner une piqûre de rappel et se dire que, OK, cette initiative est incroyable, mais le travail à faire est colossal derrière. Donc, il faut toujours garder en tête les ordres de grandeur. Ouais. Les ordres de grandeur. C'est-à-dire que moi, j'aborde cet aspect positif, mais à la fin de mes vidéos, j'essaie toujours de faire une piqûre de rappel. Je pense que les médias traditionnels, quand ils parlent d'écologie, ils se doivent de parler de tout ce qui va mal, mais ils peuvent également parler de ce qui va bien et essayer de donner de l'espoir aux gens. Donc, tu vois, je pense que c'est vraiment ça va dans les deux sens. En fait, il faut parler du positif et du négatif et pas s'attarder que sur un sujet. Sur un angle. Qu'est-ce que on a eu dans le podcast Amélie Deloche, qui est du collectif Paye ton influence, que tu dois connaître. Ouais. Elle a une vision assez précise de l'influence, de la créateur économie. Je voudrais savoir, toi, ton avis sur ton rôle d'influenceur aujourd'hui sur les plateformes. Aujourd'hui, tu es présent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Ouais. Essentiellement sous le même format à chaque fois, qui est le format 9/16e vertical des réseaux d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu te situes, en fait? Quel est ton rôle? Comment est-ce que tu vois ton rôle d'influenceur? Alors, déjà, tu as plusieurs degrés d'influenceur. Moi, je ne me considère pas comme un influenceur, mais tu as plusieurs degrés d'influenceur. Certains qui ont des millions d'abonnés, d'autres des micro-influenceurs ou autres. Et c'est vrai que le domaine de l'influence, c'est un domaine qui grandit de plus en plus dans notre société. Tu as 150 000 influenceurs aujourd'hui en France. Tu as 80% des jeunes qui suivent des influenceurs. Donc, le poids du milieu de l'influence, il est considérable. Et ça rejoint un peu ce que je disais sur inventer de nouveaux récits, créer de nouveaux imaginaires. Si aujourd'hui, dans ton fil d'actualité, les influenceurs que tu suis, ils prônent juste un mode de vie qui est poussé vers l'hyper-consommation, ils te montrent des stories où ils sont à l'aéroport, etc. Finalement, l'imaginaire que ça crée derrière, c'est pas un imaginaire qui est enviable et qui est pour respecter les accords de Paris ou pour vivre sereinement dans les prochaines années. Donc, c'est sûr que les influenceurs, les créateurs de contenu ont un rôle à jouer de par du fait de leur influence. Donc, je pense que c'est important que la plupart des créateurs de contenu en parlent. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que tu te rends compte que tu en as beaucoup qui ne le font pas parce que ça remet en cause leur business model. Parce que finalement, ils vendent leur modèle est quand même tourné vers la consommation. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'influenceurs n'en parlent pas, mais en même temps, je pense qu'ils n'en parlent pas à cause de ça, mais aussi d'un autre... à cause d'un autre... comment on appelle ça, d'un autre concept qu'on appelle la pureté militante. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. En fait, la pureté militante, c'est que à partir du moment où tu décides de t'engager dans une cause, si tu n'es pas parfait, on va te critiquer parce que ton action n'est pas parfaite.
Et donc, c'est écolo, mais t'as un smartphone, et voilà, écolo, mais tu typiquement, tries voilà, pas tes c'est ça. mails. Et du coup, ça, c'est typiquement aussi le type de réaction qui pousse à l'inaction, parce que t'as beaucoup de gens qui vont se dire, d'influenceurs, moi j'aimerais bien parler d'écologie, mais si je commence à parler d'écologie, tous mes followers, ils vont dire, attends, mais tu rigoles, tu prends l'avion. Bon, après, si tu prends l'avion 10 fois par semaine aussi, c'est problématique, mais tu vois, les gens vont mettre en avant tes contradictions et ça va te pousser à l'inaction. Donc finalement, tu vois, ce phénomène de pureté militante, de business model, c'est ce qui rend compliqué aujourd'hui pour les... Enfin, ça rend compliqué de parler d'écologie pour les influenceurs, mais c'est pas une raison. Et c'est pour ça que, tu vois, la pureté militante, c'est un concept qui est important de dénoncer, entre guillemets, parce que personne n'est parfait. Et finalement, s'attendre à ce que tout le monde soit parfait, tu vois, même les militants écolos ne sont pas parfaits. Moi, je suis loin d'être parfait. Et en fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que il faut voir d'où tu pars et il faut aussi pouvoir mesurer tes progrès. Donc, si par exemple, je sais pas, tu prenais 10 fois l'avion par an et que maintenant tu prends une fois, bah, tu vois, tu as fait des progrès considérables. Et il faut que les gens ils se disent que l'objectif, c'est de faire des progrès et de tendre. On doit tous tendre vers le même objectif. Et ça veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut se dédouaner. Tu vois, c'est vraiment une fois de plus un entre-deux. Et donc c'est pour ça que les influenceurs, le milieu de l'influence doit faire sa transition et parler d'environnement, d'écologie, pour justement que la population et que les gens prennent conscience de ces sujets. Aujourd'hui, t'arriverais à vivre de The Impact Story ou pas? C'est une bonne question. Alors aujourd'hui non. À l'heure actuelle, non. Après, est-ce que si je le voulais, je pourrais? Je sais pas. Bah, tu vois, typiquement en parlant d'influence, moi, je me fais de plus en plus contacter par des marques et des entreprises. 2 ou 3 fois par semaine de mon côté. Ouais, bah voilà. Et finalement, je refuse 90% des demandes de partenariat. La chance que j'ai, c'est que j'ai un travail à côté, donc je peux vraiment choisir et dire non la plupart du temps. C'est parce que aussi, souvent, il y a quand même du greenwashing. Et même quand c'est pas forcément du greenwashing et que l'entreprise a l'air honnête vis-à-vis de sa démarche, c'est toujours assez compliqué de dire OK, bon, cette entreprise, elle a lancé une initiative qui est positive, qui va dans le bon sens, mais en même temps, le reste de son activité ne va pas dans le bon sens, donc est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Tu vois, tu as plusieurs points de vue, donc moi pour l'instant je décide vraiment d'accepter que les entreprises qui sont le plus clean possible, mais ce sont celles qui n'ont pas forcément les moyens de sponsoriser un influenceur climat, quoi. Bah ouais, il y a ça aussi. Ouais. Donc c'est ça que je trouve difficile dans cette transition-là. Après, tu parlais tout à l'heure des différents types d'influence. Moi, au-delà de la taille du réseau d'abonnés, moi, je considère qu'il y a vraiment 2 grands types d'influence. Tu as l'influence connaissance, il appelle l'influence knowledge, et l'influence lifestyle, qui est un peu celle qui pourrait être éventuellement superflue. Mais clairement, en soi, ce qu'on propose avec de l'influence connaissance, je trouve ça hyper important. Ouais, c'est sûr. Et en plus, tu en as de plus en plus sur différentes thématiques. Donc, culture... scientifique, innovation, donc ouais, je rejoins ton point. Est-ce que tu penses que tu arrives à sortir de la bulle écolo sur tes réseaux? Est-ce que tu arrives à toucher des gens qui sont pas des ou alors des convaincus ou alors déjà des curieux, je veux m'intéresser? Alors, je suis assez content de ça. Et comment tu arrives à le déterminer? Par les messages. En fait, je reçois pas mal de messages. Donc ça, c'est assez cool parce que du coup, j'ai des retours des gens qui me suivent. Et au début, ma crainte, entre guillemets, c'était de toucher que des écolos convaincus. Et finalement, l'objectif, c'est de toucher de plus en plus de monde et surtout des gens qui sont pas convaincus de base par l'écologie. Et tu vois, j'ai reçu des messages qui m'ont marqué. Typiquement, salut, moi je suis pas du tout écolo, mais pourtant tes vidéos me donnent espoir et me réconcilient progressivement avec l'écologie. Et du coup, tu vois, je trouve que ce genre de retours, c'est des retours qui sont ultra forts parce que finalement, ça veut dire que tu as des gens qui, en fait, comme on le disait, à cause de l'approche culpabilisante, du ton alarmiste, t'as plein de gens en fait, qui se sentent pas concernés par l'écologie. Et je pense que l'approche que j'adopte permet à des gens qui sont curieux de se dire « Ah, mais en fait, c'est génial et en fait, l'écologie, ça peut être cool ». Et je pense que tu vois, l'un des enjeux dans l'écologie, c'est de rendre l'écologie cool et enviable en fait. Et peu importe la manière dont tu le fais,
mais c'est une manière, en tout cas celle que je fais, celle que j'ai sur mon compte, ça permet à certains de se réconcilier avec l'écologie et en tout cas de s'y intéresser. Je vois ça comme une porte d'introduction parce que je fais pas du contenu ultra poussé scientifiquement sur l'écologie. C'est une approche différente, mais ça permet à beaucoup de gens de s'y intéresser progressivement. C'est très fort d'ailleurs d'arriver à faire à mettre autant d'informations dans des contenus de 15 secondes. Je trouve ça brillant. Mais on en reparlera. Alors je sais pas si ça intéressera les auditeurs, mais du temps que tu passes, si tu me dis une vidéo par jour, du temps que tu passes à créer ce contenu. D'ailleurs, est-ce que tu as envie d'en parler maintenant? Moi, ça m'intéresse, donc j'espère que ça intéressera les auditeurs. Donc, une vidéo par jour, en moyenne, c'est une vidéo, c'est 1h30 de travail, grosso modo. C'est une moyenne, donc ça peut prendre 2 heures, comme 45 minutes. Et là, c'est la recherche sur le sujet, c'est sur quelle thématique tu vas faire ta vidéo Ce que j'ai, c'est que j'ai une sorte de bloc-notes. J'utilise un Notion, qui est un logiciel. À chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois que je dois passer quelque chose, à chaque fois que je lis quelque chose, je mets tout directement sur mon Notion. Et donc, je m'organise dans la semaine. En général, tous les dimanches après-midi, un soir par semaine, je vais me poser 4-5 heures pour préparer toutes mes vidéos. Et en moyenne, donc, entre l'écriture, le tournage, le montage, ça me prend 1h30. Et c'est un process que j'ai... entre guillemets, automatisé. Même si c'est assez dur d'automatiser, mais je sais que je passe 10 minutes sur les sous-titres, je sais que je passe tant de minutes sur le montage. Donc voilà, grosso modo. Okay. Et du coup, tu fais du batch production, tu fais 7 ou 8 vidéos par semaine, tout en même temps, quoi. J'essaye de faire ça, mais c'est pas forcément tenable tout le temps, donc je me retrouve souvent à bosser la vidéo du jour même pour le jour en question. Donc c'est l'idée. Après t'as la théorie, la pratique, mais oui, en général j'essaye de m'organiser pour avoir les vidéos à l'avance. Je sais pas si du coup c'est par rapport à un podcast qui me prend une journée par semaine pour faire un épisode par semaine. Je sais pas si du coup si c'est à peu près comparable, parce que bon, évidemment il y a un peu plus de travail sur le montage peut-être de mon côté. Après fondamentalement il y a peut-être un peu plus de temps lié au nous, ce qui prend du temps, c'est de trouver les invités, de les convaincre de venir, parce que du coup, tu es sur place, tu es venu chez moi, ça nous prend du temps à tous les deux. Donc, c'est peut-être plus compliqué à organiser. En revanche, sur le temps, je pense que ça doit être à peu près similaire, mais je suis impressionné par ta capacité, parce que un épisode par semaine, déjà, pour trouver les sujets, pour aller trouver les invités, c'est pas évident, mais alors, un thème par jour, et puis c'est une charge mentale aussi. Ouais. Après, c'est une question d'organisation, mais après, je pense qu'en termes de durée, c'est peut-être équivalent. Mais moi, ce que je faisais, au début, je faisais des interviews, et finalement, je trouve que la partie contacter l'invité, qu'il accepte, organiser le rendez-vous, etc., ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite, le montage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté les formats interviews, c'est que ça prenait beaucoup trop de temps à organiser. Alors que là, tu vois, je vois une idée, je vois un truc, je prends mon téléphone, j'écris et je peux le faire en 1h30, tu vois. Alors qu'une vidéo, avant, c'était 7 heures de travail. Bon, je suis désolé les auditeurs, mais c'était le dernier épisode de The Big Shift. Les prochains, c'est Facecam tout seul dans mon salon. Ok, mais écoute, super intéressant. Comment est-ce que tu trouves tes innovations du coup ? Donc c'est un peu tout ce que tu vois, tu fais tes notes Notion. Est-ce que ça a un rapport avec ton travail, avec ce que tes amis te racontent C'est vraiment un mélange de tout. C'est en rapport avec donc mon travail. Donc je vois passer plein de startups qui sont à impact, par exemple. Ensuite, maintenant, du coup, j'ai des abonnés qui m'envoient des trucs. Donc ça, c'est assez cool. Après, c'est vraiment de la presse généraliste, spécialisée, des newsletters. C'est vraiment un mélange de plein de trucs. J'ai pas une source en particulier. C'est vraiment même des amis qui vont me dire tu connais telle initiative, et du coup je note. Et, tu le comptes dans les 1h30 ça la veille ou pas ? Non. Donc non, ça rajoute quand même. Non, je le compte pas. Maintenant, la veille, c'est un peu automatique. C'est vraiment là, on va discuter d'un truc, tu vas me parler d'une initiative, je vais le noter et hop, je ferai ma recherche plus tard. Ok. Il y a un truc qui m'intéresserait dont on discute, c'est la portée des initiatives que tu promeus. Est-ce que tu arrives à savoir, parce que tu as toujours un ton qui est très positif et en vrai c'est hyper intéressant de regarder tes vidéos pour ça, parce qu'on se dit ça va vraiment mieux, mais fondamentalement comme ça reste 15 secondes, c'est difficile de se dire ok, quel est l'impact, quel est
l'étendue de l'impact de l'innovation qu'il vient de me proposer. Est-ce que en fait c'est quelque chose qui est réplicable et qui permettra potentiellement, alors je sais pas si on parle d'un filet qui permet de ramasser les déchets plastiques dans l'océan, est-ce que c'est quelque chose qui en fait est déployable maintenant? Est-ce que c'est utilisable dans les 3 prochaines années? Est-ce qu'on va pouvoir ramasser 100% des déchets qui sont à la surface, ou est-ce qu'on va pouvoir ramasser 2%? Tu vois, est-ce que tu arrives à mesurer à chaque fois cet impact? Est-ce que les innovations dont tu parles ont fondamentalement, si on les réunit toutes, est-ce que en fait ça nous amène vraiment dans le bon sens? Alors, ça dépend des innovations. Je vais te prendre 2 exemples qui concernent la reforestation, typiquement. Donc, sur le compte, je parle donc d'initiatives qui sont liées à des problématiques clés. Donc, typiquement, la reforestation, on sait que c'est quelque chose d'essentiel pour respecter les accords de Paris. Donc, selon le GIEC, on aura besoin de replanter des arbres pour capter du carbone. Et donc, j'ai souvent parlé de cette thématique sur le compte avec des initiatives dites high-tech. Donc, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Cumulus. Non, pardon. Il y a une boîte qui s'appelle Airseed. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un drone qui va détecter les terrains les plus fertiles et lâcher des graines pour planter des arbres. Et donc, typiquement... Bombardement, quoi. De quoi? Du bombardement. Exactement. Vraiment, ils bombardent de graines et ça va permettre de planter des arbres. Et tu vois, dans la vidéo que j'ai faite, je dis ce drone plante 40 000 arbres par jour. Donc, tu dis, waouh, c'est énorme, c'est génial. Et ça, par exemple, tu vois, c'est un projet qui est vraiment à ses débuts. Donc, dans l'idée, l'impact, il est colossal, mais en pratique, il n'est pas encore autant que ça. Parce que tu as des boîtes qui vont... Je vais parler de boîtes qui sont vraiment au tout début, où ça peut être des projets, et donc la théorie est super intéressante, mais la pratique n'est pas tant que ça. Pour rester sur cette thématique de la reforestation, j'avais parlé d'une autre initiative qui était plutôt low-tech, qui était portée par une ONG qui s'appelle Mara Elephant Project. Et en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des boules de graines qui contiennent donc des graines, des nutriments, et qui sont entourées par une petite couche de charbon. Et en fait, ils jettent ces graines, pareil, sur des terrains fertiles, appropriés. Et pareil, ils bombardent vraiment en jetant des graines comme ça dans la nature. Et comme ça, une fois que tu as les jours de pluie, ça va permettre à des arbres de pousser. Et ça, par exemple, ils ont distribué plus de 200 000. Non, même, ça se compte en millions. Et ça a permis de replanter plus de 200, 300. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment des chiffres assez énormes en termes d'arbres. Donc, pour répondre à ta question, je partage des initiatives, des boîtes qui sont vraiment à leur tout début, avec un potentiel de croissance qui est vraiment énorme, mais de l'autre, c'est assez compliqué de dire voilà, ça marche vraiment, parce que comme ils sont au début, tu sais pas trop. Mais de l'autre, je partage aussi des initiatives qui fonctionnent vraiment et qui sont éprouvées. Et tu arrives à le mentionner, ça, dans les posts que tu fais, oui. Un peu une sorte de disclaimer non, mais en général, je dis ce projet est à ses débuts, donc tu devines que c'est prometteur, mais que c'est pas encore tout à fait au point. Après, j'essaye de donner le plus de chiffres possible. Par exemple, voilà, cette initiative a permis de planter 1 million d'arbres, et leur objectif, c'est d'en planter 100 millions d'ici 2050. Tu vois, j'essaye de donner des chiffres pour que tu puisses te situer. Et une fois de plus, les vidéos qu'il y a sur mon compte, elles sont assez courtes, c'est vraiment des portes d'introduction. Tu vois, donc si tu veux te renseigner, tu peux aller, je mets les sources, donc tu peux aller creuser par toi-même. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une image globale. Ok. Tu as une innovation préférée dans tout ce que... Je ne sais pas combien de vidéos tu as fait d'ailleurs. Mais j'en ai fait maintenant c'est environ... une par jour pendant 1 an et demi, donc ça fait presque 350, 360. Non. J'ai commencé ce format depuis mars. Ok. C'est assez récent, donc ça fait 8 mois environ. Je suis dessus, mais là, je suis à 200 vidéos environ. Ok. Et une innovation... Il y a... ou un thème un peu d'affection particulier. Par exemple, tu vois, sur le thème de l'eau. L'eau, c'est une ressource qui est essentielle pour tous les êtres humains, mais c'est une ressource qui n'est pas accessible à tout le monde. Typiquement, aujourd'hui, tu as un tiers de la population mondiale
qui n'a pas accès à l'eau de manière durable et sans risque de contamination. Donc, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Et en plus, avec le réchauffement climatique et les sécheresses, ça va être une ressource de plus en plus rare. Et donc, je pense à une boîte qui s'appelle Cumulus. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fabriqué une machine qui transforme l'humidité de l'air en eau. Et chaque machine est capable de produire 30 litres d'eau par jour. Et leur objectif, c'est de mettre ces machines dans des communautés, dans des communes, dans des villages où l'accès à l'eau est vraiment très compliqué. Et donc ça, je trouve que, tu vois, typiquement, c'est une boîte qui est géniale, parce que l'impact, il est réel, il est concret, et surtout, il est sur des problématiques essentielles à la vie. Et ça, typiquement, c'est un projet la machine existe, maintenant, il faut qu'ils arrivent à le déployer à l'échelle. Une autre boîte qui est vachement intéressante, c'est une initiative plutôt aussi low-tech, qui s'appelle la Warka Tower. Et ça a été mis en place en Éthiopie, au Cameroun et dans un autre pays d'Afrique, je ne sais plus lequel. Mais grosso modo, c'est une toile qui vont mettre dans des zones où l'humidité est assez forte. Et c'est pareil, ça répond à cette problématique de l'eau. C'est-à-dire que au contact du brouillard, des micro-gouttelettes vont se former par un système de condensation. Et donc, ils vont pouvoir récupérer les gouttelettes d'eau dans un récipient. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais tu vois, une tour peut fournir, je sais plus, mais ça se compte vraiment en dizaines, voire centaines de litres d'eau par jour. Et tu vois, donc ces deux innovations, elles sont géniales à répondre à la problématique de l'accès à l'eau. D'un côté, par une approche très innovante, très technologique, et de l'autre, par une approche vraiment assez basique et assez rudimentaire, entre guillemets. Donc voilà, deux projets que je trouve vraiment trop bien. On les mettra en description pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur ce projet. Je pense que j'avais déjà entendu parler de ces tours textiles qui permettent de faire de l'accès à l'eau. Ça fait un moment déjà, je pense que ça a été évoqué. D'ailleurs, je sais pas trop si le projet, parce que je pense que j'en ai entendu parler il y a mais ça, c'est pas un projet, presque 10 ans. C'est quelque chose qui existe vraiment et qui est déjà utilisé. C'est top. C'est quoi tes actions, toi, quotidiennes, si on sort un peu de J-Impact Story, qui te font te dire que tu fais les choses mieux, que tu t'améliores qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je suis végé, je mange plus de viande depuis 2 ans. Ok. Depuis 2 ans, depuis le Covid. Ensuite, après, comme tout le monde... une autre action qui est mise en place il y a pas longtemps, c'est que j'ai changé de banque. Enfin là, c'est en cours en tout cas. Parce que je sais pas si t'en as déjà parlé, mais il me semble que t'as fait un épisode là-dessus sur l'impact de ta banque sur le climat. On a eu Maud Caillot qui est passé de Gringot, et on a fait un épisode aussi avec l'impact de l'épargne avec Léo Garnier de Rift. Trop bien. Bah voilà, donc je fais ça, et donc après j'essaie vraiment je prends les transports en commun. Non, je prends les transports en commun de temps en temps, mais sinon je me balade à scooter électrique. Donc voilà, des actions. Après, une fois de plus, le plus important, c'est d'avoir les ordres de grandeur. Je prends de moins en moins l'avion. Voilà, je sais pas si t'as d'autres... Non, mais j'aime bien le de moins en moins, parce que ça va bien avec le faire mieux, et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de réduire plutôt que de s'arrêter complètement. Je pense que c'est aussi ce pas dans le bon sens qui fait que c'est ce positif qu'on recherche et qui donne envie en fait en soi. Carrément. Mais tu vois, l'avion typiquement gros sujet, parce que l'avion, on sait que l'empreinte carbone à échelle individuelle de l'avion est énorme. Et donc tu vois, là où il y a 3-4 ans j'aurais pu prendre je sais pas 3 avions dans l'année, tu vois, là vraiment à chaque fois, là je l'ai pas pris, mais tu vois, si je veux le prendre, ça va être vraiment une grosse question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, pour combien de temps, etc. Et donc là maintenant, c'est un vrai sujet, alors qu'avant c'était absolument pas un sujet. Il y a vraiment 4-5 ans, s'il fallait prendre l'avion, je le prenais. Aujourd'hui c'est vraiment c'est un gros sujet, quoi. T'as des débats avec des proches à ce sujet ou pas? Ouais. Bah oui, carrément. Ouais. C'est toujours... Donc maintenant, tu vois, quand tu veux partir en Europe, tout de suite, le premier réflexe, c'est de regarder le train, combien de temps ça nous prend, etc., à quel point c'est cher et tout.
alors qu'avant, c'était pas du tout un sujet. J'ai pris des billets pour Londres, pour mars. Je crois que c'est 170 € aller-retour et c'était 55 en avion. Donc ça fait mal. Ça fait mal, ouais. C'est clair. J'aimerais qu'on parle un peu de ton environnement de travail. Aujourd'hui, tu bosses dans une société qui est B Corp. Alors, j'aimerais beaucoup recevoir le fondateur du label B Corp sur The Big Shift. C'est en cours de travail, mais s'il y a des auditeurs qui peuvent m'avoir aussi d'ailleurs le contact, ce serait vraiment top. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de bosser dans une boîte qui est B Corp ? Qu'est-ce que ça change par rapport à une boîte traditionnelle ? Je pense que ça dépend de l'industrie dans laquelle... en fait, quand tu es B Corp, ça dépend de plusieurs... Le système d'évaluation, il dépend de plusieurs critères. Dans quel secteur ta boîte opère, quelle est la taille de la structure, etc. Donc moi, c'est une petite structure. Et nous, ce qu'on a en interne, par exemple, c'est le fait que 5% de notre temps est dédié à une cause sociale. Ok. Donc ça peut être passer du temps, faire du mentorat avec un jeune grâce à par l'intermédiaire d'une association. Donc via du mécénat de compétences, en fait, c'est ça ? Tu peux faire du mécénat de compétences, tu peux aller sur le terrain avec une association, distribuer des repas. Tu as vraiment plusieurs types d'actions que tu peux mettre en place. On a aussi une plateforme qui s'appelle Vendredi. Ok. Donc c'est une plateforme, tu connais ? Je connais, ouais. Voilà, mais je veux bien que tu expliques parce que du coup, j'en ai jamais parlé sur le podcast. C'est une super plateforme qui est en général à destination des employés dans les entreprises. Donc tu te connectes et tu as accès à plusieurs actions sociales, environnementales. Tu peux, par exemple, justement aller distribuer des repas. Tu peux... t'as plein d'actions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux mettre au défi tes collaborateurs. Comme ça crée beaucoup plus d'engagement auprès des employés. Donc, on a aussi cette plateforme sur laquelle on peut mener des actions si on le souhaite. Sur le mécénat de compétences, si c'est un sujet qui vous intéresse, on a enregistré un épisode avec... Célia a enregistré un épisode, je dis mais avec Élise, mon amie Élise de Day One, donc, qui est un concurrent de Vendredi. Okay. Et donc, qui ont une plateforme de mécénat de compétences pour les entreprises. Là où c'est très important pour les entreprises qui nous écoutent et pour vous qui avez du pouvoir de décision dans vos entreprises, c'est défiscalisable. Donc n'hésitez pas, c'est super comme moment. Vous pouvez passer par moi si vous voulez un contact avec Élise, avec Day One, il n'y a pas de souci. Ok, est-ce que tu as un mot de la fin, un sujet que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé ? T'as le droit de dire non, il n'y a pas d'obligation. Non, je pense que c'était assez clair. Peut-être, moi je crois beaucoup au futur positif, le fait de créer un nouveau récit. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, à quoi ça ressemble pour toi, du coup, le monde ? On parle beaucoup là, ces derniers temps, du nouveau rapport qui montre qu'en fait, on ne s'achemine pas vers un 2100 à plus 3 degrés, mais plutôt à plus 3,8. Pour toi, c'est quoi le futur là, si tu devais créer un récit rapide sur la France ou le monde en 2050, ça ressemblerait à quoi pour toi ? Déjà, tu vois, ça passait par des trucs vraiment tout bêtes, mais par exemple, sur le voyage, ça va être voyager localement, prendre le train, et tu vois, par exemple, moi, je suis pas mal d'influenceurs ou de créateurs sur le réseau, et à chaque fois que je vois quelqu'un qui met en avant le fait qu'il a voyagé et qui met surtout en avant qu'il a pris le train pour aller à une destination qui en général se fait facilement en avion, tu vois, je trouve ça vraiment cool et ça m'encourage en plus à le faire, tu vois. Et ça rejoint sur cette idée de créer des imaginaires, de nouveaux récits, plutôt que, tu vois, sur un influenceur qui va te mettre une story de son avion à Dubaï, j'en sais rien, pour rester dans la caricature. Je trouve que, tu vois, créer de nouveaux récits à travers son influence, à travers justement des actions et les partager, ça permet de mieux appréhender la chose et aussi d'essayer de faire pareil, tu vois. Donc je pense plutôt à ça. Et même un autre exemple un peu tout bête, je pensais la dernière fois aux phénomènes culturels qui justement ne vont pas dans le bon sens et qui nous incitent pas forcément à réduire notre consommation et d'être plus sobre. Je pensais à Batman.
et à Bruce Wayne. Et tu vas te dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes les super-héros, Batman et Bruce Wayne, typiquement, tu réfléchis 2 secondes, Bruce Wayne, son style de vie, il n'est pas souhaitable dans un monde décarboné. C'est-à-dire que Bruce Wayne, c'est le golden boy qui se déplace en jet privé, qui est toujours en Lamborghini. Et en fait, moi, quand j'étais petit, Bruce Wayne et Batman, je kiffe toujours Batman. Mais quand t'es petit, c'est quand même une sorte d'idéal. Tu te dis, il a une vie trop stylée, trop incroyable, et j'ai trop envie d'être comme lui. Et donc finalement, tu vois, ça c'est le type de récit. Je dis pas qu'il faut revoir totalement le comportement de Bruce Wayne et de revoir tous les super-héros, mais tu vois, créer des super-héros qui ont un style de vie et qui ont justement des comportements qui sont en ligne avec les objectifs qu'on doit atteindre d'un point de vue climatique, ça va être essentiel pour se projeter et pour donner aussi envie aux gens de faire des choses qui évoluent dans le bon sens. Ouais, voilà, okay. Tu t'attendais pas hein, non, je m'attendais pas à celui-là. En revanche, du coup, bon, Stan Lee n'est plus là, mais on aurait pu lui demander de créer un super déchet, quoi. Bah ouais, carrément. Ok, bah écoute, merci beaucoup sur cette belle note. On va couper, on va mettre fin au podcast. C'était trop cool. Merci d'être passé, Mamad. Bah merci à toi pour l'invitation. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.